Bonjour à tous et à toutes, c'est Marie de l'âme du féminin et aujourd'hui je suis heureuse de retrouver Louise La Liberté. Bonjour Louise. Bonjour Marie, moi aussi je suis très heureuse de te retrouver. Voilà, donc pour les personnes qui connaissent pas Louise, tu es beaucoup de choses, mais entre autres, tu as été formée au journal créatif et maintenant tu proposes des ateliers en lien avec la créativité, l'activation des mains pour accompagner les femmes. Dis-nous tout ce que tu fais, s'il te plaît. Est-ce que tu sais toute la journée, tout ce que je fais? C'est Ah, c'est- c'est large et vaste, mais principalement dans le cadre de cette entrevue qu'on fait aujourd'hui. Ben justement, j'accompagne les femmes à aller à l'intérieur d'elles par une création qui, pour moi, est une création libre, comme tu as nommé, mais une création intuitive, donc écouter ce qui est à l'intérieur de soi pour transformer son regard sur soi. Parce que je crois, entre autres, que les mains ont une connexion avec le cœur et que le cœur se transpose dans la matière. Donc, je les aide à transformer leur regard sur elles. Par quoi? Par cette porte d'entrée de la de la création intuitive qui est pour moi mon dada. Donc oui, tu as nommé, j'ai une formation de la méthode d'Anne-Marie Jobin de l'école Le Jet d'encre. Et j'ai aussi de l'expérimentation beaucoup avec cette méthode parce que j'ai aussi travaillé avec Anne-Marie pendant 5 ans, justement, comme collaboratrice à la formation. Donc, j'ai beaucoup d'expérience avec les stages, avec la méthode, avec les langages qu'Anne-Marie propose, toute sa philosophie derrière ça, son approche, mais aussi en même temps, beaucoup d'expérience avec cette fameuse création intuitive, cette création libre et où elle peut nous amener plus que la transformation du regard sur soi, elle peut nous amener à l'amour de soi. Et c'est notre thème aujourd'hui, c'est notre c'est ça. sujet. Bien sûr, je pourrais te parler de plein de choses sur moi, entre autres des expériences humaines extraordinaires que j'ai vécues, comme la naissance de mes 2 enfants, en tant que mamie aussi, la naissance de mes 3 petits-enfants, mais aussi des expériences dramatiques à travers une dépression majeure profonde, aussi le fait de vivre un drame aussi avec un membre de ma famille qui vivait quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, tout ça mis ensemble fait en sorte que je suis passionnée de la femme, je suis passionnée de création intuitive, puis que les deux ensemble ben, amènent à ce thème de l'amour de soi qu'on va parler aujourd'hui. C'est ça, tu l'as bien amené. C'est aujourd'hui on se réunit avec tout le monde pour parler de l'amour de soi. Alors c'est une première parce que avec Louise on s'est dit c'est un thème qui est très vaste, très profond et qui a plusieurs enchaînements on va dire. Et donc on s'est dit qu'on allait pas faire qu'une seule interview sur le sujet mais trois. Donc ça va être en trois parties. Aujourd'hui, on vous propose déjà de définir ce qu'est l'amour de soi, parce qu'on a toujours l'amour avec un grand A, mais qu'est-ce que l'amour de soi envers soi et comment ça se manifeste en fait. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Pour les Essayez. prochaines fois, voilà, pour les prochaines fois, on vous parlera de en quoi la création intuitive et libre, pardon, est une preuve d'amour de soi. Donc, c'est notre cœur d'activité avec Louise. Et dans une troisième interview, on reviendra avec comment cultiver son amour et son amour de soi. Voilà. Un sacré programme qu'on a élaboré là avec Louise et on est heureuse de partager cette thématique avec vous parce que en fait on le nomme jamais, mais le temps créatif qu'on s'accorde, c'est de l'amour. Voilà. Et enfin moi je vois ça comme ça. C'est prendre soin de soi quand je me donne rendez-vous avec mon carnet, quand je m'amuse avec les couleurs. Et donc, Louise, parle-nous de cet amour de soi. Et déjà, comment toi, tu as fait cette reliance entre la créativité, enfin,
Je te laisse faire ton déroulé. Je pense que tu as déjà des choses en tête. Je vais aller trop vite, je pense. Ah, mais d'abord, en fait, je te dirais, j'ai envie d'aller carrément dans le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est l'amour d'abord, tu sais? Alors, je suis allée voir Wikipédia nous dit que l'amour, c'est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose, assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à chercher la proximité physique, intellectuelle et même imaginaire avec l'objet de cet amour. Wow! Ici, on parle d'intensité, en fait. C'est important, je pense, cette intensité, parce que c'est ça qui va nous permettre de nous engager dans ce chemin d'amour. D'abord, il y a ça. Euh, Parce que cette intensité-là, ça nous pousse justement à cette recherche de cette proximité. Là, ici, tu sais, on parle d'amour, c'est une recherche d'une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire, mais pour moi, j'ajouterais aussi la proximité spirituelle aussi qu'il y a derrière ça parce que à quelque part, on se rencontre à travers ça parce que ça m'amène justement à qu'est-ce que c'est l'amour de soi. Puis j'avais trouvé là aussi une définition. L'amour de soi correspond à la capacité de s'aimer inconditionnellement. Là, je mets inconditionnellement entre guillemets parce que il y a plein de pièges ici, là. Hein? Puis il y a des. Moi, je m'adresse aux femmes. euh, Ma clientèle, les personnes qui viennent vers moi sont des femmes. Euh, puis le mot inconditionnel ici, là, habituellement, ça met des bâtons dans les roues. Vraiment. Donc, c'est l'amour de soi. L'amour de soi correspond à la capacité de s'aimer conditionnellement. On verra. Il renvoie à cette possibilité de s'auto-apaiser. Ça, c'est vraiment intéressant, de s'auto-apaiser, de prendre soin de soi, tu le dis initialement, indépendamment des circonstances. Ben là aussi, je mets un bémol sur indépendamment des circonstances. On va y revenir. Mais donc, l'amour de soi, qui correspond à cette capacité de s'aimer inconditionnellement. Moi, j'ai bien vu là, dans ma vie de femme, puis comment on m'a élevée dans ma famille, dans ma culture, que euh, l'amour de soi, c'était un grand concept, mais par notre façon d'être éduquée en tant que femme, on nous demande de glisser ça sous le tapis tout le temps. Euh, j'ai bien vu avec le temps, mes observations des femmes que j'accompagne, mais personnelles aussi, à quel point on vient au monde, on est un tout petit bébé et déjà, on nous demande d'être une grande fille. Alors, une grande fille, ça pleure pas. Une grande fille, ça reste à sa place. Une grande fille, ça demande pas trop, c'est sage. Tu sais, il y a tout cet aspect-là, en fait, de la grande fille. Moi, ça me parle énormément, d'autant plus que quand j'avais 14 mois, j'ai eu un accident à la bouche. J'ai eu un trauma et ça m'a arraché 2 dents. Et, et c'était pendant que ma mère était partie accoucher de mon frère. Et donc, quand elle est revenue, pour moi, j'ai tout associé ça à être une grande fille parce que ma mère pouvait partir. En plus, elle revenait avec quelqu'un d'autre que je devais partager ma place et tout. Donc là, mon rôle de grande fille, c'est vraiment bien, tellement enraciné profondément à ce moment-là. Puis après, dans nos rôles de femmes, en fait, bon, il y a cet aspect-là. Et quand on arrive à la scolarisation, ben, tout est fait pour nous amener vers la bonne élève. Ah, oh, que ça C'est parle aux dur à femmes, enlever ça. ça. Ah oui, Une la, étiquette bien incrustée, la bonne élève, hein. ah, vraiment. Et moi, en fait, avant de travailler avec les femmes, je n'avais pas nommé cette expression-là d'être bonne élève. Bien sûr, j'aime les choses bien faites, j'aime que tout soit fait dans un certain ordre et tout. J'avais jamais nommé ça, mais en travaillant avec les femmes, tout à coup, j'ai réalisé que, ah oui, mais c'est ça. C'est ça qu'on m'a demandé à l'école, en fait. C'est en plus d'être une grande fille. Maintenant, on me demande d'être une bonne élève, alors rentrer dans le rang,
porter, moi j'allais dans une école où on portait un uniforme, tu sais, vraiment tout ce qui est là. Ouais. Puis là, en fait, je veux pas mettre de côté aussi le fait que les gars, les hommes ont aussi leurs propres problématiques, là. Moi, c'est parce que Oui. je suis spécialisée avec les femmes. En fait, j'ai cherché, j'ai creusé plus de ce côté-là. Les hommes aussi ont tous leurs défis à eux. Alors, donc, cette bonne élève qui est là, puis qui tient la main à cette grande fille, ben, en fait aussi, il y a un troisième rôle que j'ai pu voir. Et moi, en fait, c'est celui-là qui m'a mené à la dépression majeure profonde. C'est celui-là qui m'a mené à voir que, oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, ça fait plus de sens dans ma vie. C'est celui de la nourricière. Parce que ce qu'on nous demande, puis là, c'est pas juste la culture, c'est pas juste notre mode familial dans lequel on a été élevé, mais c'est aussi dans notre ADN. Ben, en fait, euh, on nous demande, nous les femmes, d'être des nourricières d'abord. Alors, c'est pas rare de voir, ben, tu sais, moi, j'étais la plus vieille de la famille, mon petit frère arrive. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Être une grande fille, mais être une grande fille en nourrissant mon frère, dans le sens en m'occupant de mon frère, en le surveillant. La même chose pour mon deuxième frère quand il est arrivé et tout. Donc, on nous demande, puis je me souviens, mon Dieu, ça monte là, j'avais 5 ans et puis mes parents bâtissaient une maison juste à côté de chez mon oncle et ma tante, donc voisins. Et temporairement, on habitait dans le sous-sol parce que notre maison n'était pas prête. Puis à un moment donné, ma mère, voulant, ne faisant pas ça pour mal faire, mais dans ce temps-là, c'était ça, dit, je m'en vais quelques minutes à la maison de l'autre côté et je te demande de surveiller ton petit frère. Donc, j'ai quel âge à ce moment-là? J'ai exactement 5 ans et demi et mon petit frère a 8 mois. Alors, imagine ça, on me demande ça. Et ma mère quitte, je ne sais pas combien de temps, là, peut-être que c'était pas si long que ça, là, mais assez long pour que mon petit frère échappe à ma vigilance, monte les escaliers et se retrouve chez ma tante et mon oncle en haut. Et ma tante vient me chercher en me grondant fortement, me prend par le bras, me dit, t'étais responsable de ton frère, puis tu t'en es pas occupé, puis il s'est rendu en haut. Imagine, j'ai 5 ans Ouais. et demi. Imagine. Donc, on nous demande de nourrir. Et moi, je pense que ça, ce chapeau de nourricière-là, ben, il fait en sorte que tout est à l'extérieur de nous. Puis en fait, là, c'est tellement fort pour nous, c'est même dans notre ADN, parce que initialement, les premiers humains sur Terre ont eu besoin d'avoir des femmes qui se mettaient complètement de côté pour permettre aux humains qu'elles donnaient naissance de se rendre à faire d'autres humains. Sinon, si ce n'était pas le cas, si les femmes n'avaient pas fait ça, on ne serait pas ici pour se parler aujourd'hui. C'est impossible. Ouais. Donc, en fait, c'est dans notre ADN. OK, ça c'est bon, on le sait maintenant. Est-ce que maintenant, en 2023, on est obligé pour permettre la poursuite de, de, de l'humain sur Terre que les femmes fassent ça? La réponse est non. On a besoin de faire autre chose, mais pas ça. Voilà, là, Alors oui, ce que tu nous expliques, c'est qu'en fait, ces trois étiquettes, grosses casquettes qu'on demande aux femmes encore maintenant, bah, ça nous déconnecte de cet amour qu'on devrait cultiver envers soi-même, finalement. Et, ça euh, fait... et, Oui, et en réponse par rapport à ta dernière étiquette de nourricière, je pense que ça peut être intéressant de voir aussi au niveau anthropologique. Oui, les femmes ont ce rôle sociétal de s'occuper, on va dire, des affaires familiales. Mais moi, ce que je perçois aussi, c'est que en France et en Occident, la femme est isolée maintenant. En 2023, la femme est isolée, alors qu'avant, il y avait la grand-mère, il y avait des sœurs, il y avait les cousins, il y avait les machins. Et donc, quelque part, l'enfant pouvait encore rester à peu près enfant. On ne demandait pas à la grande sœur ou aux enfants d'en dessous de s'occuper les uns des autres. On demandait à un adulte, cousin, cousine. Donc, même si on n'a pas forcément d'enfants, on faisait partie d'une collectivité qui permettait de faire ça. Et maintenant, depuis plusieurs décennies, on se retrouve avec des familles isolées
Ils demandent du coup à des enfants de 5 ans, effectivement, c'est avec le recul, mais moi aussi, hein, ma mère nous demandait aussi de nous garder et demandait à ma grande sœur de nous garder. Et elle avait pareil à 7 8 ans et on allait faire les courses à 3 alors que moi j'avais 3 ans de moins, donc j'avais 5 ans. Et donc à 7 8 ans, demander à garder un enfant de 5 ans dans la rue pour traverser, enfin, c'est énorme comme responsabilité, quoi. Donc, et en fait, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tout ça, toutes ces étiquettes, tout ce mode de vie, ben, ça nous détache de cet amour. Sûr, ça nous détache tellement de cet amour que on pense que on va le trouver à l'extérieur de soi. D'abord, parce que, en fait, tous ces rôles se sont installés parce que, à quelque part, une chose que le nourrisson cherche quand il vient au monde, le bébé, là, OK, qui a d'abord ses besoins. Les deux besoins fondamentaux qu'un bébé a besoin, c'est d'être nourri et d'être sécurisé. C'est les deux besoins fondamentaux. En principe, OK, initialement, dans les rôles, la mère nourrit, le père sécurise. Ou, je vais le dire autrement, l'énergie féminine nourrit, l'énergie masculine rassure, sécurise, en fait. Donc, si on part du principe que c'est le féminin, le masculin, ben moi, en tant que mère, je pourrais, en tant que mère biologique, amener la nourriture, mais amener aussi la sécurité. Puis le père aussi peut faire la même chose. Mais le fait qu'on nous ait éduqués à être une grande fille, à être la bonne élève, puis à être la nourricière, ce que ça a créé, en fait, c'est que on est né de parents qui avaient déjà des blessures, qui ne s'aimaient pas eux-mêmes, en fait, pour toutes sortes de raisons. Et ça fait en sorte que, en tant que bébé, quand on vient au monde, ben nécessairement, on n'a pas été complètement nourri, on n'a pas été complètement rassuré. Et donc, ça passe, moi, je crois que ça passe par le fait qu'on n'a pas été vu, entendu et reconnu comme on aurait souhaité l'être. Et en fait, c'est une quête qui est une quête impossible. On ne pourra jamais, en tant qu'humain, avoir été vu, entendu, reconnu par nos parents comme on aurait souhaité l'être. Oui, C'est impossible. Il n'y a aucun humain sur la Terre qui n'a été vu, entendu, reconnu de cette façon. c'est utopique. Alors, ouais. Et là, donc, c'est pour ça qu'on endosse la grande fille. Parce que ce qu'on veut, là, c'est être vu, entendu, reconnu. C'est pour ça qu'on endosse la bonne élève. Parce que c'est ça qu'on veut, être vu, entendu, reconnu. Puis la nourricière, la même chose. Donc, ça fait en sorte que quand on cherche à l'extérieur à être vu, entendu, reconnu, pour se nourrir et se sécuriser, ben, en fait, on est plus que déconnecté, on ne sait même pas qu'on est capable. Puis c'est pour ça que je reviens à, tu sais, cette capacité de s'aimer inconditionnellement. On ne sait même pas qu'on est capable de le faire. Fait qu'imagine quand on voit que s'aimer inconditionnellement, on fait comme, ben voyons, je vais toujours avoir un petit regard de biais sur ses oreilles ou sur ses pieds ou sur, je peux, ce ventre, mon Dieu, sans tenir compte que ce ventre, il a porté deux enfants extraordinaires, puis que ça se peut qu'il soit déformé pour ça, puis pour toutes autres sortes de raisons. Fait que c'est comme si, à quelque part, tout à coup, on s'épuise à être la grande fille, la bonne élève et la nourricière. On s'épuise tellement qu'on tombe dans des extrêmes de burn-out, de dépression, de suicide, parce qu'à un moment donné, on dit ça fait plus de sens. Ce que je suis en train de vivre, en train de nourrir les autres, là, tout le temps, à outrance, à l'extérieur de soi. Quand je dis à outrance, c'est que nos enfants, bien sûr, je comprends quand ils ont 5 ans, puis quand ils ont 10 ans, ils ont besoin de câlins, puis ils ont besoin de... Mais nos enfants, quand ils sont rendus à 25 ans, ils n'ont plus besoin qu'on fasse les courses pour eux. Ils n'ont plus besoin qu'on fasse les repas de façon systématique pour eux. Bien sûr, ça peut nous faire plaisir de les recevoir, puis de faire un beau repas autour d'une fête, autour de quelque chose, mais quand c'est trop, quand c'est dans l'outrance, dans la nourricière, là, est trop, est dans le trop. C'est quand on est dans le trop, en fait, que ça se passe. Fait que oui, on est
à mon sens, à moi, c'est ce qui est arrivé pour moi. La dépression majeure est arrivée parce que j'étais en manquement d'amour de moi. Je ne me voyais pas, je ne m'entendais pas, puis ne me reconnaissais pas comme qui j'étais. Est-ce que je l'ai compris tout de suite? Non. Je n'ai pas compris tout de suite ce qui se passait avec ça. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais ma porte d'entrée, ça a été mes mains. Euh, bon, en fait, euh, ma porte d'entrée, ça a été coucher dans mon lit en dépression majeure profonde avec un rêve de ma grand-mère qui tricotait des bas, tu sais, des chaussettes. Euh, et une petite idée qui a germé dans ma tête parce qu'à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était ne plus être là, en fait. Euh, une petite idée qui a germé dans ma tête en me disant, ah, peut-être que je pourrais tricoter des bas. Et de me donner ça, en fait, comme étant. En fait, moi, je considère que ce sont mes mains qui m'ont ramené à la vie avec cette créativité, créer quelque chose. Donc, tout ce que je pouvais faire, c'était dormir. Je me levais un petit peu, je mangeais, puis là, j'essayais de tricoter avec un patron. Je ne sais pas si tu as déjà vu un patron de tricot. C'est tout des abréviations. J'avais Ouais, jamais. c'est Oui, je lisible. savais tricoter, mais à l'œil. Ma grand-mère m'avait montré à l'œil le crochet puis la broche, mais suivre un patron pour que ça arrive à quelque chose, jamais. Donc, ça a été mon défi, en fait, de, OK, je tricote, je détricote, je tricote, détricote. Puis là, quand j'avais un petit bout, je prenais une autre série de broches, puis je faisais je le faisais correct. Puis là, je reprenais sur l'autre, tricote, détricote, tricote, détricote. Oh, je l'ai! OK, je faisais un petit bout sur l'autre. Bref, tout ça pour dire que ça a pris un an. Ça a pris un an à me remettre sur pied, fragilement, mais quand même. Mais c'est les mains. Donc, la première partie de l'amour de soi, pour moi, est vraiment dans reconnecter à quelque chose de concret, sa créativité. Et au fur et à mesure, m'a permis de observer pour moi que j'avais besoin de revenir dans le présent. Donc, je suis allée travailler avec les enfants au lieu d'être designer d'intérieur depuis 20 ans, de retourner là. Je suis allée travailler en centre de petite enfance pendant 5 ans, et parce que j'avais une formation en ça aussi. Et ça m'a permis de revenir dans le présent, puis de garder cette fraîcheur de la créativité que j'avais quand j'avais 5 ans. Je me souviens, 5 6 ans, je m'assoyais par terre dans ma chambre, puis je traçais des cercles dans lesquels je faisais toutes sortes de lignes qui, maintenant, je vois que c'était des mandalas et que je coloriais avec toutes sortes de couleurs. Instinctivement, à 5 ans, je faisais déjà des mandalas pour me calmer, pour revenir à moi. Donc, c'est ça qui s'est passé, c'est ces mains qui sont là. Et l'amour de soi, euh, ça disait en tout, il renvoie à la possibilité de s'auto-apaiser et de prendre soin de soi, en fait. Donc, pour moi, ces mains, c'est ça qui ont fait les mains dans le tricot. Ça a été une forme d'auto-apaisement, un antidépresseur, en fait, naturel de moi-même, finalement, pour revenir à un équilibre. Puis après, on s'entend, là, c'est, c'est un chemin, ça, hein. C'est un parcours. L'amour de soi, pour moi, c'est un chemin peu fréquenté. Puis je suis tellement contente, Marie, qu'on parle de ça, qu'on l'associe à la création intuitive parce que c'est pas un sujet qu'on entend souvent parler. On va entendre, ah, mais en fouillant mes définitions sur Internet, j'ai bien vu que on pouvait trouver facilement 10 trucs pour reprendre confiance en soi, c'est 7 trucs pour retrouver l'amour de soi et tout ça, mais concrètement, dans la vraie vie, ça se passe comment? Il n'y en a pas tant que ça des endroits où on peut entendre parler de ça. Mm. C'est ça. Et moi, quand je t'entends parler de là depuis le début, moi, ce qui me vient dans les mots que j'ai, c'est la reconnexion à soi. Parce que toutes les étiquettes qu'on a, bah, en fait, maintenant, on parle de reconnexion, mais au final, on se reconnecte à quoi? Ben, à cet amour qu'on peut générer par soi-même, pour soi-même, avant de le générer pour les autres. Et je sais pas aussi si ça te parle, d'être sa propre meilleure amie. Et moi, quand je t'entends de dire je me suis mise à tricoter, etc., euh,
moi, j'ai eu du mal finalement dans ma tête, à mes petites voix, j'ai toujours, maintenant j'arrive à les identifier, mes petites voix qui font des petites injonctions dans ma tête. Mais j'essaye d'écouter un peu plus ma meilleure amie à l'intérieur de moi qui me dit non, mais là, c'est bon, t'es fatigué, tu t'arrêtes. Là, vas-y, c'est possible, donne le meilleur de toi et essaye. Enfin, enfin une meilleure amie soutenante, en fait. Est-ce que toi, tu raccrocherais ça aussi à ton parcours et puis à cette définition de l'amour de soi? Ben, en fait, je trouve ça très intéressant comment l'imagerie intérieure est importante pour donner du sens à ce retour d'amour de soi. Et ton imagerie, je pense, est- elle est puissante parce qu'elle t'appartient à Ouais. toi. Euh, et le fait que tu sois capable de nommer cette imagerie-là en disant, bon, il y a des injonctions à l'intérieur dans ma tête, mais il y a cette voix de meilleure amie qui est là. Le fait de pouvoir en parler, je pense que ça aide les femmes à s'observer et se questionner sur ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Moi, je les nomme autrement, c'est mon imagerie qui est différente. Moi, tout ce qui est injonction dans la tête, censeur et tout ça, j'appelle ça la fameuse folle du logis. Alors, celle qui habite, mais même concrètement, pour moi, elle habite au-dessus des épaules et c'est une cohabitation parce que je sais qu'elle va toujours rester là parce qu'elle a un rôle à jouer, en fait. Et bon, c'est un rôle qui est disons, qui a pris beaucoup d'espace dans ces fameux rôles de grande fille, bonne élève et nourricière parce que elle se confortait dans ses rôles, elle a pris de l'ampleur dans ses rôles et tout ça. Euh, donc, disons-le comme ça, elle est complètement à l'opposé de l'amour de soi. Par contre, elle est là aussi, en quelque part, pour nous garder une certaine forme de sécurité. En fait, pour pas complètement disjoncter, elle va nous ramener dans des choses concrètes, en fait, que ce soit ne serait-ce que de bien se tenir pour conduire avec notre véhicule ou pour monter les marches d'un escalier. Tu sais, il y a tout un support, en fait, qui est là. C'est quand elle prend trop de place, c'est l'équilibre, en fait, qui est là. Euh, pour moi, quand on se... Tu sais, tu disais tantôt, on parle de reconnexion en dessous de la reconnexion, parce qu'on entend beaucoup parler de reconnexion. Moi, ce que j'observe, c'est que il y a encore beaucoup de difficultés à revenir à la reconnexion. Pourquoi? C'est exactement ce dont je parlais tantôt. Parce que on est incapable de se voir, de s'entendre et de se reconnaître soi-même. Et parce que on ne se voit pas, on ne s'entend pas et on ne se reconnaît pas soi-même, on ne peut pas se reconnecter. C'est comme si j'ai une prise j'ai une fiche je sais pas, de mon ordinateur pour le brancher. J'arrive dans une pièce et que je cherche la prise de courant dans le mur, mais que je la vois pas, en fait. Elle est cachée derrière un bureau, elle est cachée derrière un lit, elle est cachée derrière un meuble. Je vois pas une prise où je peux aller me connecter, en fait, me rebrancher. Et c'est quand on commence à déplacer les choses, donc à, ah tiens, je suis en train de créer dans mon carnet, puis il y a un souvenir qui a remonté. Je suis en train de créer dans mon espace création, dans mon carnet. Puis, il se passe, je ne sais pas, moi, j'échappe une bouteille d'encre, puis là, je réagis fortement. Non, ça vient de tout gâcher, ce qui était là et tout ça. Euh, Puis on ne voit pas que ben, notre façon de réagir, là, c'était exactement la même parce que j'ai renversé un verre de lait. Exemple, dans un repas familial, puis j'ai eu la même. On réalise pas que, dans le fond, tout ce qu'on crée avec nos mains dans cette matière, on peut avoir ce miroir de soi. Et donc, pour moi, s'il y a la folle du logis qui est en haut, qui est la locataire d'en haut, il y a la petite créative qui habite le cœur et ce cœur, il est connecté aux bras, il est connecté aux mains qui arrivent dans cette matière. Et là, il y a un échange en fait. Et c'est cet échange-là
qui, pour moi, permet ce chemin d'amour de soi, permet ce retour à tout à coup comment je peux me voir. Puis ça Mm. passe, pour moi, ça passe par les gestes de l'enfance. La petite créative qu'on était à 3 ans et 4 ans, qui s'amusait avec tout et n'importe quoi, qui déchirait des petits papiers pour les coller en superposition, qui griffonnait, qui essayait tu sais, les ciseaux juste en frange ici, comme ça, sur le bord, qui, pour moi, les gestes de l'enfance, ce retour aux gestes de l'enfance, c'est ce retour d'amour de soi parce que tout à coup, on peut reconnaître cette petite qui n'a pas été Mm. vue, entendue et reconnue comme elle l'aurait souhaité lorsqu'elle était enfant. Et c'est là le début, je crois, d'un voyage absolument extraordinaire, de ce chemin peu fréquenté d'amour de soi. Et tu as nommé quelque chose de très important, mais capital dans ce chemin, c'est la communauté. Oui, on est isolé et tant et aussi longtemps, et ces rôles nous isolent, hein. C'est Ah oui. volontaire à quelque part, même je vais dire quelque chose peut-être de très gros ici, là. C'est du patriarcat, c'est du capitaliste, en fait, Mm. que de nous maintenir dans ces rôles-là et qu'on accepte aussi, hein, ça va dans les deux sens, hein. Ah oui, oui, oui. C'est ça. Et ça fait en sorte que tout à coup, quand on se sent de moins en moins isolé parce qu'on connecte avec une communauté, parce qu'on connecte avec des femmes qui ont décidé, elles aussi, de marcher leur chemin d'amour de soi à leur niveau, à leur façon. Tout à coup, on se rend compte que ces femmes ont des choses à transmettre, hein, il y a un savoir à transmettre parce que on réalise que on vit toutes des expériences uniques avec qui on est, avec notre combinaison intérieure, là, la combinaison dans le sens où tu as des talents que j'ai pas, que moi j'ai des expériences que j'ai, que toi tu n'as pas et tout ça. Donc, cette combinaison-là fait en sorte que je vis des expériences uniques, mais au fond, quand je me mets à habiter une communauté qui partage, je réalise que ces femmes sont des femmes miroirs parce que les émotions qu'on vit sont universelles. Et là, ça vibre, ça pulse avec les autres et on fait comme, OK, c'est difficile en ce moment, mais je sais que je peux y arriver parce que je partage avec les autres. Et l'amour de soi, pour moi, il est, dès qu'il est enflammé à l'intérieur, qu'il est allumé à l'intérieur, nécessairement, il rayonne vers l'extérieur et c'est Mm. là tout à coup qu'on voit apparaître des femmes qui ont envie de marcher ce chemin-là d'amour de soi aussi parce que ça donne du sens à leur vie. C'est ça, enfin, Là, tu nous donnes plein d'énergie parce que, bah, au départ, on a cette sensation d'être isolé, d'être un peu seul au monde. Et je pense que les hommes aussi ont cette problématique-là et il y a quelque chose à travailler, je pense, au niveau même plus largement collectif là-dessus. Oui, Et ça vient chercher, en fait, au fond de nous et au lien. Enfin, moi, je vois depuis que je partage, en fait, alors, pour parler de mon expérience personnelle, j'ai travaillé 15 ans dans l'agriculture. Et ça a l'avantage, mine de rien, quand on fait un travail pénible et assez répétitif, c'était pas tout le temps, mais quand c'était pénible et répétitif, c'est là où quelque part on parle franchement. On cherche pas à faire des détours. Et du coup, quand on parle de son quotidien franchement, sans faire de détours, on a des partages de petits moments de vie qui sont touchants, qui sont intenses, qui sont sincères. Parce que du coup, les gens, ils cherchent pas à enrober avec des jolis mots quand ils parlent de leur réalité du quotidien. Et moi, j'ai appris plein de choses avant d'être maman parce que bah, j'entendais d'autres mamans parler de leur expérience, de la naissance, de ce que ça impliquait. Et c'est hyper précieux d'avoir en fait ces moments de partage-là. Et je trouve que selon le type d'activité qu'on exerce, parce que bah, oui, l'agriculture, ça a ce côté un peu franchouillard, mais c'est vrai qu'il y a d'autres secteurs d'activité où on va pas se permettre d'avoir ces moments de partage de parole et pas forcément du coup des collectivités en dehors de son activité pro qui permettent ces échanges-là qui sont authentiques, qui sont profonds. Et donc, c'est peut-être là où ben, on va se sentir isolé en se disant, il n'y a que moi qui vis ça et c'est anormal parce que vu qu'il n'y a personne qui en parle autour de moi,
si je ressens ça, c'est que je suis pas normale. Et quelque part, ça va venir renforcer l'étiquette. Extérieurement, je veux paraître bonne élève parce qu'intérieurement, personne ne m'a parlé que cette émotion existait, donc je me sens anormale. Et pour nourrir notre sentiment de sécurité, en fait, comme tu disais, on a besoin de sécurité et on auto-alimente les étiquettes qui nous enferment au final. Et je pense que là, le défi qui nous attend, c'est quelque part de s'autoriser cet amour de soi, de s'autoriser à être sa meilleure amie en, en franchissant le pas de se dire c'est pas ça qui va me mettre en insécurité. Je sais pas si ça te parle, parce qu'on a l'impression de passer dans le vide, de basculer, de se dire si j'ose redevenir, ne serait-ce que 5 minutes, le temps d'une création, une petite enfant de 5 ans, si j'ose faire ça, on a l'impression qu'on se met en insécurité alors que c'est juste une page blanche sur un bureau. Mais c'est la beauté de la chose. Il n'y a rien de dramatique avec du papier, puis de l'encre, puis un magazine. C'est ça qui est génial. Mais aussi, je trouve que parce que tu sais, le fait de ne pas savoir intérieurement, puis de ramener ça à soi, tu sais, en disant, ah, mais OK, ça doit être moi qui dois pas être correct ou on me l'a pas enseigné. C'est un développement normal de la Mm, psychologie du nourrisson. Parce que l'enfant, le nourrisson, le jeune enfant, ce qui se passe à l'extérieur de lui, il va toujours penser que c'est un rapport avec lui, en fait. mm, Et donc, si son papa et sa maman sont en train de se chicaner pour, je sais pas moi, exemple, le fait qu'ils n'ont pas d'argent pour payer un bris sur leur voiture, OK? Que l'enfant est dans son lit, puis que malgré les efforts des parents, que ça ne s'entende pas, lui, il entend ça. Lui, dans sa tête, là, il ne va pas penser qu'il y a une problématique d'argent, exemple, ou il y a une autre mm, problématique. Ce qu'il va penser, c'est qu'est-ce que j'ai fait moi mm. qui était pas correct, en fait. Puis là, ben, oh, je vois que maman pleure, j'entends que maman pleure, ça veut dire que demain, je vais être une grande fille, tu sais, je vais être la bonne élève parce qu'elle a ses soucis, puis je veux pas la déranger, puis tu sais, il y a tout cet aspect-là. Et je trouve que quand on est dans cette création libre, intuitive, ça nous donne tellement une ouverture pour dire, ici, moi, je peux être ma maman intérieure aujourd'hui et j'accompagne ma petite créative à créer librement. Puis, moi, je me donne le rôle de la voir, de l'entendre, de la reconnaître. Et c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui est sécuritaire parce que tout à coup, il y a une, il y a ces deux énergies-là qui se rencontrent et qui viennent soigner à quelque part cette blessure, qui viennent donner un second souffle de confiance en soi, d'estime de soi, parce que se faire voir, s'entendre, se reconnaître, on parle de valeur si on parle d'estime de soi, finalement. Donc, tout ça, oui, tu as tout à fait raison. C'est complexe, hein? Tout le développement de la psychologie ensuite qui est mêlé avec toutes les attentes de notre monde extérieur par rapport à nous, qui crée ces rôles-là finalement qui deviennent tellement plus grands que notre nature, deviennent envahissants, puis nous amènent dans des situations pas possibles finalement. C'est ça, à un moment donné, on arrive, on dit non, ça c'est. Enfin, et c'est bien aussi d'avoir ce nom et de voir. Enfin, des fois, on la voit pas, la limite, mais en tout cas, elle se présente à nous. Des fois, on la voit et on se dit, bon, là, c'est plus possible, qu'est-ce que je fais? Et justement, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se manifeste? L'amour de soi, toi, comment tu penses que là, on a parlé beaucoup de notre créativité et donc d'activer nos mains. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres façons de manifester cet amour de soi? Bien Ah ah. sûr. Ah! Ben, en fait, moi, j'ai depuis, en fait, j'ai été formée en 2012-2013 pour la méthode d'Anne-Marie Jobin. Et quand je suis sortie en 2013, je me suis dit, quelle sera ma combinaison personnelle à moi avec cet outil? Parce que oui, c'est un outil absolument extraordinaire, mais
il faut qu'il soit combiné à autre chose, finalement, pour qu'il fasse du sens pour moi. J'ai longtemps cherché qu'est-ce qui me cherchait à l'extérieur de moi. Avec tout ce que je viens de dire, ça fait du sens. Mais j'ai longtemps cherché pour tout à coup me dire, mais oui, c'est ça. En 2009, quand j'étais en dépression majeure profonde, c'est les mains. Donc, les mains m'ont amené quoi? M'ont amené dans la création qui, je perçois, a besoin d'être intuitive, n'a pas besoin d'être dans la création esthétique, disons-le comme ça. Puis là, ici, là, je mets une grosse parenthèse sur je ne veux pas dénigrer tout ce qui est dans la création esthétique. C'est juste pas là, moi, que je vais, c'est tout. Mais je sais que ça peut convenir à des personnes et c'est correct comme ça. Fin de la parenthèse. Mais euh, j'avais besoin de voir que cette création avait besoin d'être intuitive. Puis là, au fil du temps, écoute, dernièrement, là, j'ai compté le nombre de capsules de questions-réponses en live que j'ai fait depuis 2017. J'en ai plus de 200. OK? Donc, j'ai exploré beaucoup à répondre aux questions des créatifs dans ma communauté, puis à faire en sorte que je réfléchisse moi aussi à toute cette dimension d'intuition et de création intuitive. Et tout à coup, la création intuitive, pour moi, est devenue avec un grand C pour la création, parce que c'est plus que l'acte de créer, la, comme une petite créative de 4 ans, mais c'est aussi ce mode de vie qui est généré finalement. Donc, la manifestation, pour moi, ça se manifeste dans un mode de vie. Et là, ce mode de vie-là, évidemment, il est évolutif, mais aussi en même temps, il est personnel. La combinaison de ce que je mets dans ce mode de vie, il m'est personnel. Bien sûr, je partage mes façons de faire euh, avec ça, mais après, c'est à chacune de voir qu'est-ce qui convient pour manifester ça parce que pour moi, donc, c'est revenir à soi. Je dis toujours, quand on termine un carnet, justement, je m'en suis mis, là, c'est quand on termine une création dans un carnet, puis que je parle, bon, tu sais, je parle aux créatifs, puis là, je donne on fait des partages et tout, parce qu'il y a toujours des partages. À la fin, il y a toujours une chose que je dis et que je répète et que j'arrêterai jamais de répéter, c'est prenez le temps de vivre avec votre création. Vivre avec votre création, ça implique quoi? Ça implique d'abord de s'arrêter, de contempler, de questionner, de voir qu'est-ce qui me fait vibrer que je n'avais pas vu initialement dans cette création. Qu'est-ce que ça me permet de voir par la suite si je vais prendre une marche en forêt? Qu'est-ce que ça me permet de faire comme lien avec une situation que j'ai vécue dernièrement ou une situation que j'ai vécue lorsque j'étais enfant ou adolescente ou jeune adulte, peu importe, mais cette notion de vivre avec qui est dans la contemplation, qui est dans la transformation du regard sur soi, pour moi, tout ça, ça parle d'amour de soi. Alors, dès l'instant où je m'arrête, ne serait-ce qu'une minute pour respirer en conscience, toucher mon carnet, sentir, ah tiens, là où ce que j'ai ouvert, s'il y a une vraie feuille d'arbre que j'avais collée, je la touche, je la sens, ça me ramène à une émotion, à une sensation. Pour moi, je suis dans cette manifestation, dans la matière, dans ce qui parle d'amour de moi. Je suis dans un espace où je peux enfin commencer et continuer de me voir, de m'entendre, de me reconnaître. Et ça peut être autant par mon rituel du matin qui inclut parfois de la lecture inspirante, presque toujours, de la lecture inspirante, de l'écriture, un peu d'écriture, de juste de la méditation, juste revoir, revenir sur mes créations, juste être là, respirer, me connecter, tout ça, cette manifestation qui est là. Puis je suis certaine que toi, tu as des combinaisons à toi aussi qui Oui, t'appartiennent.
C'est ça, c'est que c'est trouver, j'ai bien aimé c'est un ensemble, un mode de vie en fait. Moi, pareil, au départ, mon mode de vie, c'était, j'allais dire, le côté métro, boulot, dodo. On se lève, on se prépare, on travaille, on revient, on s'occupe de la maison et on se pose 2 heures devant la télé, on va se coucher, on recommence le lendemain. Et bon, moi, pareil, j'ai toujours été un peu touche à tout. Et donc, à un moment donné, mes mains se sont rappelées à moi. Et il a fallu que je fasse quelque chose par mes mains. C'est revenu avec le scrapbooking. Et ça a évolué après vers l'art journal, mais après, ça a pris aussi tout un processus. C'est-à-dire que j'avais besoin de ça, ok, mais ma journée fait 24 heures, donc qu'est-ce que je mets en place pour ça? Après, ben, voilà, et pareil, ça demande aussi du matériel. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me font l'injonction, ça demande un investissement en matériel, etc. Ben oui, mais alors comment dire que mon matériel, enfin, presque plus de 50%, ce sont des cadeaux de Noël et des cadeaux d'anniversaire. Des fois, c'est 10 euros de matériel, mais donc en fait, quelque part, on trouve toujours des solutions, mais bah voilà, à côté de ça, bah, il y a d'autres choses, d'autres choix que j'ai pas choisis pour pouvoir nourrir ma créativité, mon élan créatif. Et puis après, il y a aussi ce lien avec le corps. Et c'est vrai que tu en as moins parlé là, mais toi aussi, tu as une transformation avec ton corps. Tu parles beaucoup des mains, mais moi, je vois la manifestation de l'amour de moi, c'est aussi de reconnaître ma chair. Donc oui, la première chose qu'on voit, c'est ses mains. La première chose, quand on n'a pas de miroir, je pense qu'on en est enfant. Moi, j'aime beaucoup aussi mes mains comme toi, parce que bah, je les aime parce qu'elles me permettent de faire plein de choses en fait. Et que depuis toute petite, je fais plein de choses avec et elles sont super pratiques, super utiles et super performantes pour moi. Et j'aime bien pouvoir me le dire aussi à moi-même de temps en temps, intérieurement. Et donc de mettre de la crème, tu vois, le soir, je vais mettre de la crème. Il y a peut-être des parties de mon corps d'ailleurs. Inconsciemment, je les aime moins parce que je mets moins de crème, mais c'est un travail d'une vie aussi. Et il y a ce côté physique qui vient. Mais en fait, dans le mode de vie, nécessairement, quand tu es dans la contemplation, ça inclut le corps, ça Mm. inclut la respiration, ça inclut la centration, ça inclut euh, cette intention d'être dans sa bulle, pas juste d'être, cette intention d'habiter sa Oui, bulle créative, en fait. Et c'est ça. dès qu'on est dans cette intention d'habiter sa bulle créative, nécessairement, ça passe par le corps parce que toutes les intuitions qu'on va avoir, donc on est en mode création intuitive, toutes les intuitions qu'on va avoir vont nécessairement passer par le corps, en fait. Les intuitions qu'on reçoit, ils ont une porte d'entrée à quelque part par le cerveau, hein, dans la partie la plus ancienne du cerveau, le bulbe rachidien, mais après, de façon très, très, très instantanée et rapide, il y a une progression, en fait, pour arriver à la conscience de tout ça. Mais tu as tout à fait raison, le corps fait partie de ce mode de vie-là. Il ne peut en être autrement. Mm. Et les mains, ben, tu as tout à fait raison, c'est la première chose que le nourrisson découvre de lui, en fait, qui n'est pas sa mère, qui n'est pas, lui, il pense que c'est le prolongement de sa mère, mais qui n'est pas sa mère, et c'est par ses mains, c'est par nos mains qu'on découvre tout notre univers. Et donc, quand on sait ça, on comprend aussi pourquoi on cherche toujours à l'extérieur de nous Mm. les solutions, parce que nos mains nous ont amenés vers l'extérieur. Bien sûr, on a amené à la bouche pour découvrir et tout ça, mais on ne s'est pas questionné intérieurement. Et je pense que quand tu parles, tu sais, de, à un moment donné, j'ai eu envie que ce soit plus autre chose que métro, boulot, dodo, de revenir à ma table de création et tout ça. Moi, je pense que c'est la notion de sens. Mm. Tout à coup, C'est ça. intérieurement, tu as senti que tu avais besoin d'aller chercher plus de sens. C'est quand on commence à chercher, je pense, ce Oui. sens-là dans notre vie, que tout à coup, nos pieds, nos mains nous guident vers cet amour de soi. C'est le début. Tant et aussi longtemps qu'on ne sait pas qu'on a besoin de sens, qu'on ne le voit pas, qu'on ne l'avoue pas, on reste pris dans nos injonctions intérieures,
qui peuvent être aussi simples que de dire oui, mais Marie, j'ai pas ce matériel-là, puis ça coûte cher, puis blablabla. Ah oui, ben il y a plein d'alternatives que tu peux prendre et que pour faire de la création intuitive, tu pourrais ne pas. Moi, là, je vais te dire, moi, j'en fais, là. Dans la dernière année, là, je me suis acheté 2 revues et des nouveaux crayons, là, mais ça faisait déjà presque 2 ans que j'avais rien acheté parce que tout est là dans ton bac de récupération, tout est là. Une fois que tu as acheté quelque chose, une fois, ça dure super longtemps et tout. Tu peux recevoir des cadeaux, comme tu dis. Donc, c'est juste des injonctions, en fait, que j'appelle des résistances au changement, qui sont tout à fait normales. Ça, c'est la podiologie, ça. Comme ça. Mais, ouais, j'aime ça quand tu dis, puis je pense qu'on pourrait peut-être conclure là-dessus pour se garder aussi pour la suite, mais j'aime quand tu dis mes mains m'ont rappelé à moi. Mm. Parce que je pense que tout est là. Les mains ont une sagesse, les mains ont une mémoire et elles se souviennent. Il faut juste accepter de suivre nos mains dans cette matière qui nous est proposée, qu'on choisit. On pourrait le faire de toute autre façon. Nous, c'est le chemin qu'on choisit, c'est la porte d'entrée, l'outil, c'est la création de façon libre et intuitive, mais nos mains nous ramènent à nous, nous rappellent à nous. Puis c'est ça la beauté parce que on parle d'amour de soi. Et personne d'autre sur Terre que nous ne peut Mm. faire ce rappel à nous, hein, finalement. Tout à fait, tout à fait. Bah moi, pour conclure, parce que tu as commencé à évoquer un peu l'intuition, donc on se revoit bientôt pour parler de en quoi la création intuitive et libre est une preuve d'amour de soi. Donc ça, c'est au prochain épisode. Moi, ma petite conclusion avant de te laisser le mot de la fin, c'est le mot qu'on n'a pas dit, c'est la curiosité. En fait, voilà, c'est ce côté donner du sens et accepter d'explorer sa curiosité. Moi, je suis hyper curieuse. Je pose tout plein de questions. Mon fils, c'est encore pire. Mais je vois que à partir du moment où on commence à se poser une question, c'est la petite étincelle de curiosité intérieure et c'est un bon démarrage. Soyez curieux et curieuse. Oh oui, vraiment, vraiment. Oh, merci Marie, merci Marie. Et ce dont tu parles par rapport à la curiosité, pour moi, ça fait partie ça fait partie de l'attitude, la posture à avoir pour pouvoir installer ces fameuses conditions favorables autour de la création intuitive, autour de l'intuition, de l'amour de soi et tout ça. Et comme tu dis, on va en parler, au prochain épisode. Bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin. Merci Louise de nous proposer cette thématique qui est fantastique et très profonde. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et comme je vois l'heure, ben oui. Là, on est dans la passion, on est dans exactement mon élément que j'adore, que j'aime, et toi aussi. Donc, je n'ai pas vu le temps passer et j'ai déjà hâte de nous retrouver pour la prochaine session. Et ben, je terminerai comme je termine toujours habituellement. Alors, où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse, je vous aime, la vie vous aime et on se retrouve à notre prochain épisode. J'ai hâte de te retrouver, Marie. Moi aussi Louise, à bientôt tout le monde. Bye bye.